Mettre en vedette notre invité du jour, donc Yair Benaïm, qui est donc, voilà, on va commencer, qui est là et à Paris, hein, qu'on interviewe depuis Strasbourg, mais qui lui habite à Paris. Donc Yair est né en Israël, à Haïfa, il y a un certain temps, et il a commencé surtout le violon à 3 ans. En Israël. Donc, tu as été super soliste de l'Orchestre philharmonique des jeunes d'Israël de 1991 à 1994. Et donc, tu as commencé en fait en Israël une carrière de soliste, de violoniste soliste. Tu as eu plusieurs prix en Israël, le prix de musique de chambre, en particulier du Israel Broadcasting Authority, et tu as eu le statut, tu as obtenu le statut d'artiste émérite de l'État d'Israël. S'ensuit une carrière et des bourses. Tu te retrouves à Paris où tu rencontres Gérard Poulet qui deviendra ton maître. Gérard Poulet, tu parleras peut-être un peu après, qui est un maître très, très connu, en fait, un pédagogue, un violoniste, enseignant extrêmement connu. Tu es lauréate de la Fondation internationale Nadia Boulanger et tu as remporté également le 3e prix du concours Pierre Lantier. Bon, j'arrête là avec les prix, etc. Tu as fondé, et moi je me rappelle que tu étais venu à Strasbourg dans ce cadre-là avec ton quatuor, le quatuor Benaïm, avec lequel tu as joué dans plusieurs pays en Europe, au Portugal, en Autriche, en Allemagne, en Israël, etc. Et actuellement, tu es donc enseignant au conservatoire à Paris, le conservatoire de Rueil-Malmaison, et tu as fondé, et c'est pour cela qu'on t'a fait venir, que je voulais t'inviter, tu as fondé l'Open Chamber Orchestra, donc un orchestre de musique de chambre en fait, c'est ça, et oh non, j'ai oublié de préciser que tu étais devenu entre-temps chef d'orchestre. Voilà, c'était une de tes passions et que depuis 2009-2010, tu t'es dirigé vers la direction d'orchestre. Voilà, à la Schola Cantorum de Paris. Donc là, actuellement, tu travailles en fait comme chef d'orchestre et comme violoniste, et comme prof de violoniste et enseignant. Bien, donc l'Open Chamber Orchestra, tu l'as fondé il y a maintenant 3 ans et c'est de cela que je voudrais que tu nous parles, puisque c'est un orchestre dont l'idée était de faire jouer et de faire connaître des œuvres de musiciens juifs oubliés en Europe, tout au moins, puisque ce sont des musiciens que toi et des compositeurs surtout que toi tu connaissais en Israël, puisque voilà, tu vas nous raconter leur parcours. Ce sont essentiellement 3 personnes. Qui sont très connus, qui ont continué à être connus en fait en Israël puisqu'ils avaient réussi à quitter l'Europe, ça juste avant la guerre, mais qui en quittant l'Europe en fait ont perdu leur notoriété et leur carrière européenne s'est brutalement en fait arrêtée. En même temps, ils ont eu la vie sauve. Donc je voudrais que tu nous racontes en fait cette histoire-là et ensuite que tu nous parles de l'Open Chamber Orchestra et on marquera effectivement, j'espère avec succès, on fera des partages d'écran. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça va marcher, ça a marché, on s'est exercé auparavant, ça a marché, donc ça marchera. Et on passera donc des extraits des auteurs, des compositeurs, de ces compositeurs dont tu vas nous parler. Oui, donc merci beaucoup Gabriel, bonjour à tous. C'est mon premier entretien Zoom. Donc, c'est un moment historique pour moi. C'est très émouvant de voir toutes les personnes qui sont dans des endroits différents, avec des fonds d'écran différents. Là, je vois M. Salpeter, un fond d'écran très, très intéressant. J'essaie d'imaginer où est-ce qu'il est. Je sais que c'est des choses, c'est des gadgets qu'on peut faire par Zoom, c'est très beau. Alors, oui, Gabriel, je suis donc israélien, aujourd'hui franco-israélien, violoniste depuis mon plus jeune âge et chef d'orchestre depuis maintenant quelques années. Arriver à la direction d'orchestre, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Et en effet, c'est quelque chose que les musiciens apprécient bien, les musiciens d'orchestre, d'avoir un parcours qui amène à la direction d'orchestre en passant par d'autres disciplines instrumentales et jouer dans un orchestre et jouer dans un quatuor à cordes.
est mon cas. Donc, en effet, en venant en France, j'ai travaillé avec Gérard Poulet, qui est mon maître en violon et qui est aussi mon père spirituel, un compte très particulier. Je suis d'ailleurs sur un très grand vélo italien qui me prête depuis maintenant plus de temps, 14 ans. Et Gérard Poulet, c'est lui qui m'a encouragé d'aller vers le quatuor à cordes, qui est une formation de musique de chambre très riche, avec un énorme répertoire, avec un très grand public qui est vraiment passionné par cette formation, par les pages de quatuor écrites par Beethoven, Schubert, Mozart, Dvorak, Shostakovich, etc. Et puis à un moment, dans ce parcours de quatuor, qui m'emmenait d'ailleurs très souvent en Alsace et à Strasbourg, et là je dois rendre hommage à une petite association qui s'appelle la JAM, les Amis des jeunes artistes musiciens, qui à l'époque était dirigée par une musicienne allemande, Christiane Riedel, ou Riedel Lambert de son nom de mariage, qui s'occupait avec un grand dévouement de cette association, dont le but était d'amener des jeunes formations d'excellence en Alsace pour leur permettre de faire une tournée de concerts, 6 ou 8 concerts, dans des endroits prestigieux comme dans des endroits qui valorisent le patrimoine alsacien. Et mon quatuor a eu un contact particulier avec Christian Riedel-Lambert et la JAM, qui a fait qu'on revenait chaque année pour jouer en Alsace dans des endroits très différents, Haut-Rhin, Bas-Rhin, et avec comme apothéose un concert à l'Opéra du Rhin de Strasbourg, dans la grande salle, un concert dans la même série que le Quatuor Alban Berg. Et ça, c'était un moment d'apothéose du Quatuor. Donc, je dois rendre hommage à cette dame qui est décédée malheureusement depuis quelques années, âgée à peine de 50 ans de maladie. Et donc, à un moment dans le parcours du Quatuor, je trace un peu, on a envie d'aller dans le sens d'agrandissement de la musique et d'apprendre plus sur la musique. Et pour apprendre plus sur la musique, on va naturellement vers la direction d'orchestre parce que pour maîtriser la direction d'orchestre, il faut maîtriser beaucoup de sujets différents. Et quand on est violoniste et même quartettiste, on est plutôt dans la position de l'expert, de quelqu'un qui connaît beaucoup sur un domaine ou 2 domaines. Et quand on est chef d'orchestre, on doit ouvrir, on doit élargir ça sur tout ce qui est contrepoint, écriture musicale, fugue et l'histoire de la musique, les différents styles, bien sûr les techniques de direction d'orchestre, et puis se développer une oreille interne un peu comme un compositeur. Et donc tout ça, ça va dans le sens de l'agrandissement de la musique. Et puis, pendant ce parcours-là, l'envie est venue de réellement devenir chef d'orchestre et donc de faire le pas vers la direction d'orchestre. Et bon, quand la journée a 24 heures, on ne peut pas tout tenir. Et donc, à ce moment-là, il faut faire des choix. Et puisque le Quatuor Benaïm existait depuis 13 ans et avait fait beaucoup de choses différentes, comme je ne suis pas un impresario, je ne vais pas dire tout ce qu'on a fait, mais on a fait vraiment un parcours très, très riche. Et à ce moment-là, j'avais vraiment la possibilité d'aller vers la direction d'orchestre, d'étudier d'abord avec Jean-Michel Despins, puis avec Adrien Macdonel, puis avec Umberto Benedetti Michelangeli, avec Joseph Svensen, Lior Chambadal, grand chef d'orchestre actif, et puis de commencer vraiment le métier de direction d'orchestre pour s'en rendre compte au bout de quelques projets avec des orchestres professionnels existants, que finalement, quand on vient d'une culture de musique de chambre telle que le quatuor à cordes, on a quand même envie de installer ça avec un orchestre. Et finalement, la seule façon de le faire, et peut-être la façon la plus dure, mais la seule façon, c'est de former son propre orchestre, former sa propre formation dans lequel on peut faire appel à des musiciens avec qui on partage une culture de musique de chambre. Je m'explique. En musique de chambre, c'est un quatuor à cordes, on travaille plusieurs heures par jour ensemble. Il y a une osmose, il y a une fusion, il y a un souffle commun qui s'installe, qui fait que, en fait, les collègues, ce que quelqu'un veut faire, même avant qu'il le fasse. Et donc, on bouge ensemble avec une très grande précision, avec une écoute qui est panoramique.
Et quand on arrive devant un orchestre, on se rend compte que les musiciens d'orchestre, je simplifie beaucoup le modèle, mais ont une écoute qui est dirigée vers le chef d'orchestre, c'est-à-dire c'est une écoute verticale et pas vraiment une écoute horizontale. Ce qui fait que les orchestres, même les plus grands, parfois témoignent de certaines inexactitudes ou certaines façons de faire qui n'est pas complètement pareil chez tous les musiciens, puisqu'ils n'ont pas vraiment cette culture-là. Et donc, l'idée a été d'installer ce souffle commun dans un orchestre. C'est pour ça qu'on appelle Chamber Orchestra, l'orchestre donc qui a une culture de musique de chambre, et dont le formule est qu'en début de concert, je joue avec les musiciens, pas tous les musiciens, mais quelques musiciens à tour de rôle, en rotation, en musique de chambre. Donc, on est en pied d'égalité, on développe justement dans les répétitions entre 4 ou 5 ou 6 musiciens, ou 8 musiciens ensemble, ce souffle commun. Et puis, quand je passe à la baguette, après, donc j'arrête de jouer du violon, je passe à la baguette pour diriger l'orchestre, il y a quelque chose de ce souffle commun qui reste et qui ne peut pas vraiment être créé si nous arrivons à diriger l'orchestre comme tout chef et on est juste sur notre estrade avec la baguette à la main et devant les musiciens. Et donc, on n'est pas vraiment un des leurs. D'accord. Alors, excuse-moi, d'abord, il y a peut-être un problème de son, parce qu'on me dit qu'il y a de l'écho, ce que j'entends aussi. Est-ce que de ton côté, les micros sont fermés? Alors, non, mais je... Ah ben là, je t'entends plus. Non, non, là, j'entends plus, là. voilà. Remets, ok. Bon, Alors, là, j'ai mis le micro. Désolée, donc ceux qui nous ont indiqué, je suis désolée, c'est... Bon, Paris est très loin, on va dire, ça doit être à cause de ça. Alors, merci pour ces explications. Je voudrais que donc, tu reviennes à en quoi est-ce que donc, l'orchestre était adapté et que tu reviennes sur ces musiciens que tu as décidé en fait, hein, puisque c'est quand même c'était une volonté que tu as eue. Est-ce que tu as d'abord constaté que donc, les musiciens, on va dire les noms, hein, c'était Odin Partosh, Paul Benchaim et Marc Lavry, voilà. Et donc ces trois-là, tu as décidé de les faire connaître en Europe. Enfin en France en tous les cas, est-ce qu'effectivement ils n'étaient pas joués? Pourquoi? Et si tu veux bien revenir juste sur leur parcours individuel, enfin rapidement, puisqu'il y en a un qui était au Berliner, qui était à l'orchestre symphonique de Berlin avant-guerre. Et qui en fait a été donc radié au moment des 33, je crois bien, hein, ou 34. Dès que Hitler est arrivé au pouvoir, il a commencé à virer les juifs de partout, y compris des orchestres. Donc voilà, reviens s'il te plaît sur leur parcours et comment est-ce que toi tu as décidé, comment et pourquoi tu as décidé de les faire connaître en France. Alors, donc, je finis juste par rapport à l'Open Chamber Orchestra. Donc, cette formation est une formation d'excellence puisque, comme tous les musiciens sont nés à tour de rôle de participer dans le volet musique de chambre au début de concert, c'est pas un exercice simple. Ça demande un niveau d'excellence et aussi une certaine volonté de la part des musiciens de prêter à cet exercice-là et même de pouvoir faire partie de ça. Et donc, une fois que l'Open Chamber Orchestra a été créé, a été fondé, on a commencé bien sûr à jouer tout type de répertoire. Ça pouvait être le Messie de Handel, comme la cinquième de Beethoven, comme le Moldau de Smetana et d'autres œuvres. Et puis, je me suis dit, bon voilà, maintenant que j'ai un outil, je voudrais faire avec cet outil également, pas que, des choses qui sont importantes pour moi, pour pouvoir peut-être équilibrer une situation dans le paysage musical, mais pas que. Je crois que tout le monde sont conscients du fait que finalement, on est très tributaire de ce qui passe la médiatisation aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit, même si on a des multiples réseaux de connaissances, finalement, c'est quand même celui qui, on va dire, qui parle le plus fort ou qui a le plus de moyens impose son agenda, que ce
soit sur le plan politique, scientifique et bien sûr culturel, surtout culturel, qui fait que finalement, on est quand même tous exposés au même sujet, à un agenda de réseaux, de personnes, de réseaux d'influence qui vont décider pour nous, en fait, entre quoi et quoi on peut choisir. Alors, je schématise, bien sûr. Tout le monde fait des démarches, chacun à son niveau, pour pouvoir un peu se libérer de ça, je sais. Mais donc, moi, à ma petite échelle, quelque chose qui était très important, c'est qu'en arrivant en France, il y a maintenant plus que 20 ans, j'ai constaté tout de suite que des grands compositeurs dont je connaissais la musique, que je jouais la musique, j'écoutais la musique qui est très connue dans mon pays natal, en Israël, très connu, c'est au niveau d'être joué tout le temps dans les saisons des grands orchestres, au niveau du fait qu'il y a des rues qui sont nommées après eux, ils ont fondé des institutions illustres, très importantes, comme l'Académie Rubin, comme le Chœur Gittit, etc., etc. En arrivant en France, j'ai constaté que ni en France, ni ailleurs en Europe où j'allais avec mon quatuor, ces compositeurs-là n'étaient pas du tout connus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a tout d'abord surpris. Et il m'a surpris pour deux raisons. La première, bien sûr, c'est la grande qualité des œuvres de ces compositeurs. Et la deuxième, c'est le fait que ces compositeurs, sur leur musique, dont j'ai grandi sur leur musique, étaient tous européens. Et ils sont partis d'Europe, ils avaient déjà tous la trentaine passée. Et ils avaient tous eu un parcours très riche et très prometteur déjà dans leurs pays respectifs, que ce soit l'Allemagne, l'Hongrie, Lettonie. Et donc, ces deux éléments-là, d'une part leur qualité artistique et d'autre part le fait qu'ils sont issus d'ici, et faisait que pour moi, c'était vraiment très, très étonnant qu'ils n'étaient jamais programmés, on ne parlait pas d'eux, ni le public et même les musiciens. Il y en a quelques-uns qui connaissaient. En effet, la sonate de violoncelle de Ben Chaim est connue puisque Yehudi Menuhin et Zino Francescati l'ont enregistré, l'ont joué. Mais en gros, la plupart des musiques de ces compositeurs est complètement inconnue en Europe. Donc, je me suis dit, le jour où j'ai la possibilité et que j'ai un outil qui me permet de parler de façon riche, représentatif de cette musique, eh ben, je vais le faire. Et donc, le projet des compositeurs juifs oubliés, que moi j'appelle oubliés, est né à la deuxième année d'existence de l'orchestre, où j'ai eu la possibilité, déjà grâce à Claire Lagarde, qui est le manager de l'Orchestre Orchestra, qui est une ingénieure centralienne, et qui a eu ce projet-là à le corps. Et puis, grâce à des fondations comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'Institut Alain de Rothschild, même la ville de Paris et la Fondation du judaïsme français qui vient de nous aider. Et j'espère qu'on va pouvoir exprimer leur soutien dès que le confinement va arrêter, qu'on pourrait se rassembler et faire des concerts. On a eu la possibilité donc de parler des compositeurs juifs oubliés. Alors, il y en a plusieurs. Mais oui, j'ai choisi tout naturellement d'aller vers les trois qui sont les plus connus. Alors juste, si je peux juste faire une remarque, c'est assez étonnant parce que les compositeurs juifs oubliés, il y en a d'autres qui malheureusement ont péri dans les camps de concentration. Et ceux-là, en fait, il y a eu tout un travail pour faire connaître leur musique qui a été entrepris il y a au moins une dizaine ou une vingtaine d'années, enfin, il y a un certain temps. Bon, ça, peut-être toi ou Hector Sabot qui doit être nos spectateurs pourraient nous le dire. Et voilà, donc comme Victor Ullmann qui était par exemple. Mais donc voilà, la chose un peu étonnante, c'est que les musiciens oubliés, mais qui ont été les musiciens juifs qui ont péri dans les camps de concentration, on s'est intéressé à leur musique. Bon, certes, peut-être 50, 60 ans plus tard, mais on l'a fait. Et en fait, finalement, ceux-là ont eu une reconnaissance qui
qui a aussi été interrompu, une notoriété qui a été interrompue du fait de la guerre et de leur fuite et de leur survie, mais en Israël. Vous voyez, en fait, il n'y a pas eu le même résultat, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça très bien qu'on s'intéresse aussi à eux. Voilà. Ouais, je te laisse continuer. Oui, alors, moi, ce que je propose, c'est sans trop tarder, écouter une œuvre de Marc Lavry. Alors, Marc Lavry, né Marc Levin, il est né en Lettonie il arrive en Palestine dans les années 30. Tous ces trois compositeurs, Bartosz, Ben Chaim et Lavry, arrivent en Palestine dans les années 30 du siècle passé, en Palestine alors. Et il écrit pratiquement tout de suite en arrivant un poème symphonique qui s'appelle Emek, qui veut dire vallée, et qui parle de la vallée d'Israël. Et ce poème symphonique a en gros deux volets extrêmement imagés. Et je propose qu'on écoute le deuxième volet parce que peut-être l'assistance va pouvoir dire après à quoi ça leur fait penser le rythme dansant, on va dire, qui est exprimé dans cette… cette partie-là, elle est construite un peu comme le boléro de Ravel, c'est-à-dire c'est un grand crescendo en mouvement avec un accéléré à l'intérieur de l'œuvre. Et en effet, au concert, le public a du mal à rester assis sur la chaise. C'est l'œuvre israélienne la plus jouée parmi le répertoire israélien. Donc, Emek de Marc Lavry. Donc, on va partager l'écran. Alors, en fait, il est là-dessous, je suis là. Bon, ça va aussi. Si, ça va aussi, ça marche. C'est académique. Oui, merci. J'espère que ça va bien marcher. Voilà. Ah, ben voilà, il est là. Mesdames, Messieurs, pour clore ce concert, nous allons vous interpréter le poème symphonique On est peut-être directement au deuxième extrait. de Marc Lavry, en arrivant en Palestine, alors en 1936. Ce poème symphonique est, lui aussi, inspiré de la nature. Tu veux? Directement 1 minute 19, je crois. Oui, tout de suite. Voilà, on y est. On n'y est pas exactement encore. C'est bon? Où Yair?
Oui. Pourquoi? Faut arrêter? Raphaël? On arrête? Je ne vois pas l'image. Voilà. Attends. Bravo. Voilà. C'est bon? Yaïr, on t'entend? Oui, oui, oui. En fait, ce que je disais, Voilà. c'est que je ne voyais pas l'image du concert. Tout le monde... Attends, ouais. Alors, toi, tu n'as pas vu. Est-ce que les gens... dites-moi si vous avez vu le concert. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, mince, c'est un problème. Hein, On a entendu, mais en plus, les sons sont assez mauvais. Hein. Et le son n'était pas bien. Non, non. Donc, vous n'avez pas entendu le concert et le son n'était pas bien. Ouais, donc... mais vous avez entendu au moins? Si, si. Mais entendu, mais pas vu. Très brouillon, très brouillon. Bon. Ouais. Alors, juste concernant le son, j'ai demandé à la personne, à Anne-Sophie, hein, qui s'occupe de gérer ça. Et elle me disait que c'était en fonction des micros des gens et que nous, on ne peut pas intervenir là-dessus. Mais alors, je ne sais pas, peut-être… bon. Peut-être aussi la distance de Yaïr par rapport à son micro, à son PC ou à son micro, quoi. Yaïr? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Moi, j'aurais aimé qu'on voit quand même l'orchestre. Alors, je vais quand même réessayer juste. Alors, attends, je vais quand même réessayer parce que peut-être que je ne suis pas allée sur le bon… Voilà, si je fais voilà. Là, on voit. Ok, bon, bah alors voilà. Alors, je vais vous montrer quand même le début. Alors, oui, plutôt de 1h20, alors peut-être de 1 minute 20. 1h20. 1h20. 1h20, ok. Ok, alors je vais mettre ça tout de suite. Ouais, donc tu as raison. Hein. On est 1h20, 45. 1h20. Hein. Oui. Voilà. On arrête. Voilà. Yaïr ? Oui. Donc, en fait, c'est un peu difficile avec ces moyens sonores qui ne sont pas les meilleurs. Et d'ailleurs, je crois qu'en fin d'émission, peut-être que Gabriel, tu pourrais mettre à disposition les liens vers les concerts qui sont sur YouTube, parce que comme ça, on peut vraiment, sauf Academ, Academ, c'est le lien Academ directement, qu'on puisse avoir une meilleure idée sonore. Donc, en fait,
vous avez entendu un rythme très dansant, très syncopé, qui s'accélère. Et je voudrais simplement, avant de dire plus, lire quelque chose que dit Marc Lavry lui-même. Il dit dans pratiquement toutes les œuvres, on peut sentir une ambiance israélienne. Et je crois qu'elle exprime le pays. Je ne souhaite pas entrer dans la polémique si le style israélien en musique existe, mais je me considère comme un compositeur israélien, parce que j'appartiens à ce pays et j'ai besoin de le chanter, chanter le jeune pays qui se bat et qui se construit, et aussi chanter l'ancien pays biblique et romantique. Je veux exprimer la joie du labeur et la dureté du combat de la vie dans le kibbutz, l'exotisme romantique et la gloire de notre passé. Donc en fait, Lavry, quand il voit les jeunes pionniers qui sont en train de sécher les marécages, etc., et qui dansent le soir, dansent en rond, en cercle, comme ça, et c'est là qu'il entend ce rythme-là, il le met en musique savante, et c'est là, en fait, que la Hora est née. Cette danse israélienne qui s'appelle Hora, elle est née. Je me permets, donc Marc Lavry, lui, il venait de Lettonie, c'est ça? Oui. De Riga. Oui. Et donc, lui, il a réussi à partir dans les années 30, en 36, je crois, quelque chose comme ça, ou 37. Et donc, les pionniers à ce moment-là qui dansaient la hora, c'était des musiques russes. C'était essentiellement des juifs russes. Alors, c'était un mélange de tout, parce que les musiciens, les compositeurs qui arrivent donc en Palestine alors, d'Europe, ils sont très imprégnés par ce qu'ils amènent avec eux, l'actualité musicale, et qui est surtout la démarche de Bartók et de Kodály, donc deux compositeurs hongrois, de mélanger la musique savante avec la musique populaire. Et donc, quand Lavry arrive en Palestine, alors, il voit en effet les chants russes, bien sûr, mais aussi les chants des Bédouins, les petites flûtes qu'utilisaient les bergers arabes, et il essaie d'incorporer tout ça dans un sorte de pot-pourri musical savant, avec les techniques d'écriture et les formes d'écriture qu'il amenait et qui datent de Bach et même d'avant. Et c'est ça qui donnait une continuité dans le temps pour cette musique-là. D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est que, par exemple, Emek La Vallée, qui est très expressive, effectivement, c'est un morceau qui est extrêmement expressif. Il est inspiré à la fois de sa formation initiale et en même temps, comme tu dis, le fait qu'il soit en Israël, et qu'il y ait tout ce mélange avec, y compris évidemment, le côté oriental, avec la musique et les moyens d'expression des Arabes voilà, qui étaient là à ce moment-là. Alors, le deuxième extrait que je vous invite à écouter de MX, c'est plutôt là, on revient au début, parce que là, on entendait la fin, c'est-à-dire le rythme d'Aura qui est là et qui vraiment nous prend dans un élan d'enthousiasme. La première partie, c'est là qu'on commence à ce surnom que Paul Ben-Chaim lui-même a donné à Lavry, qui est, pour lui, Lavry était le Debussy israélien. Le Debussy israélien, puisqu'il avait en effet ce don d'écrire de la musique de façon qui nous fait vraiment penser à la nature. Alors là, on revient donc à la vallée d'Israël, qui a jusqu'aujourd'hui il y a une partie qui est réserve ornithologique parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux différents, parce que c'est l'oiseau migratoire, parce que c'est un plateforme de passage entre l'Europe et l'Afrique pour les oiseaux. Donc, et on va entendre en effet des rythmes et des gammes qui sont un peu orientalisantes et qui font appel à la musique locale, mais avec une certaine façon de les mettre ensemble comme des oiseaux qui se répondent. Par exemple, une clarinette et une flûte qui se répondent, on pense qu'il y a deux oiseaux. Alors, on y va.
Ouais, c'est là. Et là, Marc Lavry introduit le chant des tillonnets. Et des clarinettes. C'est joli. Très joli. Hein. Oui, c'est Vous pouvez s'installer devant, hein, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment une œuvre, je ne sais pas encore qui dans l'assistance la connaît, mais en tout cas, j'invite vraiment tout le monde à la découvrir. Encore une fois, c'est l'œuvre israélienne la plus connue, la plus jouée, et c'est une œuvre que j'ai découverte à 12 ans en tant que violoniste en pantalon court dans l'orchestre symphonique de jeunes de Haïfa. Et je passais en effet à l'entrée de l'endroit où répétait l'orchestre, qui était un conservatoire, devant la photo de Marc Lavry, qui était le directeur de ce conservatoire. Donc, il y a un lien vraiment très proche. Et donc, Lavry arrive en Israël après avoir fait des choses magnifiques. Il était, comme tu l'as dit, le directeur de l'Orchestre symphonique de Berlin et puis le directeur de l'Orchestre de l'Opéra de Riga. Et donc, c'est un musicien qui était parti pour avoir une des plus grandes carrières européennes. Et il arrive en Israël et du jour au lendemain, comme il se retrouve en position de démarrage. Et puis, il a quand même créé des choses formidables, notamment le chœur national, le chœur qu'il a créé, qu'il a dirigé. Il a fait un grand travail avec le radio, avec All Israël, et il a écrit des œuvres fabuleuses. Il est malheureusement mort, il est mort très jeune. Je crois qu'il n'avait même pas 60 ans quand il est mort. Et dernière chose sur Marc Lavry, il était passionniste. Il était passionniste, mais il se sentait israélien. Et donc, il a vraiment œuvré pour qu'il y ait une grande richesse. Sa fille, Efrat Lavry, était l'harpiste de l'Orchestre symphonique de Haïfa pendant quelques dizaines d'années. Et c'est elle aussi qui m'a donné sa bénédiction, bien sûr, pour qu'on puisse jouer la musique de son père en Europe, à Paris. Voilà, on me demande alors, j'ai des messages qui nous remercient pour ce passage magnifique et qui, voilà, de Jacques Salpeter et où on me demande aussi comment est-ce qu'on écrit Marc Lavry. Donc voilà, puisque effectivement, peut-être avec le son, on ne se rend pas tellement compte. Je crois d'ailleurs que c'est Marc avec un K. Hein. Non, c'est avec un K. Non, Marc normal. Bon, enfin, ça change rien, c'est Lavry. Oui, avec un K. Oui, avec un K. C'est Marc avec un K. Bon, donc c'est Marc avec un K, voilà. On va passer peut-être juste à la suite à Musique pour cordes, Music for String de Paul Ben Chaim, à moins que tu veuilles parler de Paul. Non, mais si, c'est le même, de la berceuse séfarade. Oui, alors Paul Ben Chaim. Non, et puis il y a Eudon Partosh avec Iskor. En fait, malheureusement, parce qu'on a un peu trop parlé, et il est déjà moins quart, moins 10. Il y a aussi Eudon Partosh et le Iskor qui est magnifique et qui est assez connu. Enfin, c'est comme tu… Est-ce qu'on passe… Puisqu'il nous reste peu de temps finalement, moi je suis très intéressé aussi d'entendre si les personnes que je vois sur l'écran ont des questions. Je crois en effet que le mieux, en plus vu que le son est un peu difficile, le mieux vraiment, ceux qui ont le temps, qui ont la possibilité après d'aller sur YouTube, d'aller sur les liens pour écouter ces musiques et d'autres musiques de ces compositeurs
compositeur, je crois que c'est le mieux. Donc, je voudrais exposer brièvement Paul Ben Chaim et Edwin Bartosz. Alors, en fait, ces trois compositeurs-là, Ben Chaim, Lavry et Bartosz, ils ont un parcours très différent. Et même s'ils arrivent au même moment et qu'ils ont tous les trois fait un parcours européen très prestigieux, très important, ils échangent entre eux pas énormément finalement. Même si le Yishuv, à ce moment-là, l'habitation juive en Israël, il n'est pas très grand, ça représente quelques centaines de milliers de personnes. Il y en a deux qui habitent Tel Aviv, d'ailleurs, Ben Chaim et Bartosz, et à quelques rues d'écart. Ils ne se croisent pas énormément. Ils font des choses chacun dans leur coin. L'histoire de Paul Ben Chaim, alors Paul Ben Chaim, pour moi, c'est vraiment le père. C'est le père de la musique israélienne savante, puisque c'est le musicien, le compositeur le plus habile en écriture au moment, dans les années 30, qu'il arrive là-bas. Et donc, c'est lui qui saisit au mieux cette façon, cette technique d'écrire en mélangeant entre des motifs arabes et juifs, séfarades et ashkénazes, avec la musique savante duquel il est issu, et à la manière de Bartók, faire de ça quelque chose de très intéressant. Il le fait aussi grâce à une rencontre complètement originale avec une chanteuse d'origine yéménite qui s'appelle Brachat Sfira. Brachat Sfira, c'est une chanteuse yéménite avec un talent vocal incroyable, vraiment une voix unique de par la tessiture, la richesse, l'expressivité, extrêmement versatile, qui peut faire énormément de choses. Et c'est une fille qui a grandi orpheline à Jérusalem, dans le quartier juif, et qui était imprégnée de beaucoup de choses différentes dans des familles d'accueil, pour finalement arriver à vivre dans une école, comment ça s'appelle, une école qui est faite pour des jeunes qui n'ont pas de famille, donc qui dorment à l'école. Une école… Oui, avec un internat. Un internat, voilà, merci beaucoup. Un internat, voilà, un internat. Et c'est là qu'elle prend contact avec un professeur qui, lui, est un musicien très savant et qui décerne son talent et qui la met sur le rail pour devenir une grande chanteuse. Et elle arrive, elle, à Berlin, dans les années 20. Ah oui, à Berlin. À Berlin, oui, elle arrive à Berlin dans les années 20. Berlin, qui est un endroit extrêmement riche du point de vue musical dans les années 20. On a bien sûr des musiciens comme Kurt Weill, on a beaucoup de choses. Et elle rencontre un pianiste russe qui s'appelle Nahum Nardi, qui est un grand pianiste virtuose. Il a fait par exemple un concours de piano en Russie. Il est arrivé premier au concours et le deuxième prix, et bien derrière lui, était un certain Vladimir Horvitz. Donc, Nahum Nardi, c'était un grand virtuose. Et lui, il tombe amoureux en Brachat Sfira, donc ils ont un couple. Et leur amour a fait aussi naître deux enfants qui sont dans la musique après. Je vais tout de suite parler d'eux, je ne vais pas faire Paris Match, mais c'est quand même important parce que ces deux enfants-là, une devient une chanteuse d'opéra extrêmement célèbre et une très belle femme. Elle a même gagné le concours Miss Israël de beauté avant de commencer une carrière de chant. Et son petit frère s'appelle Ariel Zilber. Ariel Zilber, qui est un des chanteurs de musique actuelle, le plus célèbre en Israël aujourd'hui. Et donc, Brachat Sfira et Paul Ben Chaim collaborent de façon très étroite pour mettre en valeur le patrimoine juif, ashkénaze et séfarade, à la lumière des chants et des musiques orientales qui sont repris de façon très habile par Paul Ben Chaim et avec le concours de Nardi, le pianiste, le premier mari de Brachat Sfira, qui lui est un improvisateur de génie. Et tout ça fait que ça prend une dimension incroyable. Alors pourquoi Ben Chaim, lui, est le père de la musique israélienne? Puisqu'il a écrit quelque chose de tellement fort que ça a structuré tous les compositeurs après pour se positionner soit dans cette lignée, c'est-à-dire dans la suite de ça. Par exemple,
Marc Lavry, soit complètement l'opposé de ça. Par exemple, Arik Shapira, ou par exemple Ami Mariani, ou d'autres personnes, Oded Zeravi, qui se positionnent à l'opposition de ça. Mais le fait qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit permet justement d'avoir cet échange qui est tellement, tellement important, enrichissant. Je terminerai par Eden Partosh. Il a un parcours, encore une fois, complètement différent, puisque c'est le seul instrumentiste professionnel de haut niveau des trois. D'abord en violon, puis à l'alto. Alors, Eden Partosh, lui, il est né à Budapest. Il a fait les classes de violon les plus importantes de Budapest, duquel sont issus des gens comme Henri Viotan, par exemple. Son professeur a été Joseph Joachim. Et une autre élève de cette classe-là, c'est Ilona Feher, ma professeure de violon, qui après était la professeure avant était la professeure de Petra Zuckerman, de Shlomo Mintz. Donc, il vient d'un environnement instrumental de très haut niveau, parallèle au fait qu'il était aussi compositeur, et il est appelé par Bronislaw Huberman au moment que Huberman fonde un orchestre à Tel Aviv, qu'il appelle l'Orchestre Philharmonique de Palestine, Palestine Philharmonic Orchestra, qui va devenir l'Orchestre Philharmonique d'Israël, et où le projet est de sauver le plus possible de musiciens de l'Europe qui est sous l'occupation nazie ou en devenir, en le faisant venir en Palestine et en créant ce projet d'orchestre. Donc, Bartosz arrive à ce moment-là. Et lui, bien sûr, aussi, il mélange des motifs juifs, ashkénazes et séfarades, comme des motifs arabes dans son écriture, mais de façon beaucoup plus atonale, beaucoup plus âpre. Et lui aussi, il joue un rôle important puisqu'il fonde, par exemple, l'Académie Rubin de Jérusalem, tout en étant le premier alto solo de l'Orchestre Philharmonique. Il a joué dans ce concert historique, le premier concert où l'orchestre a joué sous la baguette de Arturo Toscanini. En 1936. Exactement. Ouais, exactement. Mais ça, pour ceux que ça intéresse, vraiment, je vous invite à lire ou à regarder des documentaires sur l'histoire de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. C'est passionnant. C'est passionnant avec effectivement son fondateur Bronislaw Huberman. Alors, merci. Là, tu as beaucoup parlé de Paul Ben Chaim, qui était originaire de Munich et qui s'appelait Paul Frankenburger, de son nom d'origine. Il a israélinisé son nom après. Et est-ce que, notamment chez Paul Ben Chaim, est-ce qu'ils ont composé de la musique liturgique? Est-ce qu'il y a des musiques que l'on connaît, de la musique synagogale, qui est encore jouée aujourd'hui, qui est encore chantée aujourd'hui? Oui, absolument, absolument. Alors, Ben Chaim, qui était profondément athée, a écrit beaucoup de musique liturgique. Et une des œuvres que l'Open Chamber Orchestra a dirigées de Eden Partosh, elle s'appelle Iskor. Elle s'appelle Iskor et elle est vraiment très inspirée de cette prière dont le mot Iskor, pas seulement le titre, mais l'essence même. C'est le moment, vous savez, c'est un moment clé lors de Yom Kippour, où sont en fait même interdits d'accès tous ceux qui n'ont pas perdu un parent proche du premier degré. Et par contre, ceux qui ont perdu un père, une mère, premier degré, font cet office de mémoire et dans une grande intimité, c'est très solennel. Tout à fait. Est-ce que vous voulez que je mette un petit bout du Iskor de Partosh ou le son est tellement déplorable que ce n'est pas la peine? Qu'est-ce que vous en pensez? On met un petit peu? Ouais. Allez, on met un petit peu le Iskor de Partosh, magnifique, joué par l'Open Chamber Orchestra. Hop. Non, pas lui. Enfin, non, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Et Iskor. Début 1 minute 38. C'est bon, vous voyez? Oui. Ok, super. Du début, oui, 1 38, oui. Oui. Ah non, je m'excuse. Du début à 1 minute 38. Voilà. Ouais. On démarre.
Pardon. Pardon. Donc avec voilà, Yair, j'arrête. Donc, on a eu le début de… Voilà. Voilà, c'était le début du e-score de Don Partosh, effectivement, qui est très prenant et qui ne peut pas être joué à Kippour, en tous les cas pas dans les synagogues consistoriales orthodoxes. Mais il est effectivement, c'est très émouvant. Ça, c'est très expressif, très émouvant. Est-ce que il est 5 heures, il est 5h01. Donc je vais devoir. Cela ressemble. Voilà, il y a Delphine qui dit cela ressemble au compositeur Ernest Bloch. Tu confirmes et on va conclure. En effet, il y a beaucoup de choses en commun, absolument. Bon, écoute, voilà, merci beaucoup. J'ai encore, il y a également un autre message de Joël Bloch. Merci de ce beau voyage musical. Et qui te remercie également. Voilà, écoute, les gens ont l'air très contents. On a plein de messages de remerciements. Vraiment, merci. Moi, je vous remercie également. Je vous remercie de vous connecter. Est-ce que, Yair, tu veux terminer juste avec une conclusion? Peut-être pour vous rappeler, puisque là, les extraits qu'on a vus à chaque fois, c'était donc Yair Benaïm qui dirigeait l'Open Chamber Orchestra, qui pour l'instant se produit uniquement à Paris, n'est-ce pas? Et j'espère peut-être un jour à Strasbourg. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup Gabriel de cette possibilité que tu m'as donnée de parler de ce sujet. En effet, c'est un sujet qui m'est très important, mais je crois qu'il faut le placer dans une démarche globale d'essayer d'un peu comprendre cette période extrêmement importante et riche, les années 30-40 en Europe et au Moyen-Orient, en Israël, qui fait écho à tout ça, parce que c'est une période de grande adversité finalement, avec des grandes souffrances, mais de ça sort une très grande richesse aussi, et j'extrapole à ce que nous vivons un peu aujourd'hui, pour dire que je sens déjà, je vois déjà, en tout cas sur le plan musical, je reçois des vidéos, des orchestres qui arrivent à jouer ensemble de façon virtuelle et tout ça. Je crois qu'il y a des choses très intéressantes que l'être humain arrive à produire quand il est justement dans la détresse. En tout cas, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et beaucoup de santé. Bonne santé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Yaïr, vraiment merci pour ton intervention, c'était formidable et extrêmement intéressant et je suis ravie d'avoir pu te faire connaître et également évidemment faire connaître l'Open Chamber Orchestra et je vois avec tous les messages que l'on a que le public était très content. Donc c'est bien, Shabbat Shalom et à très bientôt j'espère, en tous les cas avec l'Open Chamber Orchestra. Voilà. Merci beaucoup, j'arrête la réunion là. Je vous dis à mardi prochain, mardi soir prochain, il y a Yom Ha'atzmaut qui est fêté. Donc le café littéraire à 4 heures parlera certainement de littérature israélienne. Et je vous en dirai plus ce week-end via Facebook et via le consistoire, évidemment, le site du consistoire. Voilà. Merci beaucoup Yaïr et à très bientôt. Merci à tout le monde et bonne santé évidemment. Portez-vous bien.